Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Qui était au courant des écoutes de Nicolas Sarkozy? Selon le Canard enchaîné, la garde des Sceaux savait que l'ancien président était placé sur écoute, contrairement à ce qu'elle affirmait hier. Ce soir, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault monte au créneau et rejette ces accusations, reconnaissant néanmoins avoir été informé de l'ouverture d'une information judiciaire. La droite dénonce une affaire d'État qui s'apparente à de l'espionnage politique. L'analyse et les réactions à suivre. Après 4 jours de recherche, le mystère reste entier autour de la disparition du Boeing de la Malaysian Airlines. Toujours aucune trace de l'avion qui transportait 239 passagers. Une dizaine de pays ont déployé d'importants moyens pour quadriller la vaste zone maritime entre la Malaisie et le Vietnam. La Crimée fait un pas supplémentaire vers le rattachement à la Russie en adoptant une déclaration d'indépendance avant le référendum prévu ce dimanche. Les autorités de Kiev ont dénoncé cette décision. Moscou juge au contraire tout à fait légale une telle déclaration. Les faits à suivre. Enfin, Fukushima, 3 ans après, le 11 mars 2011, un séisme, un tsunami et un accident nucléaire tué près de 20 000 personnes au Japon et laissé toute une région durablement sinistrée. Où en est-on aujourd'hui? Élément de réponse tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Qui était au courant des écoutes de Nicolas Sarkozy? Selon le Canard enchaîné à paraître demain, la garde des Sceaux savait que l'ancien président était placé sur écoute, contrairement à ce qu'elle affirmait hier. Jean-François Copé dénonce aujourd'hui une affaire d'État qui s'apparente à de l'espionnage politique. Et ce soir, Jean-Marc Ayrault monte au créneau et rejette en bloc ces accusations, affirmant qu'il ne connaît rien au contenu des écoutes, mais qu'il a eu connaissance de l'ouverture d'une information judiciaire sur des soupçons de trafic d'influence autour de Nicolas Sarkozy. On écoute le Premier ministre. Les juges d'instruction tiennent au secret. Ils ne veulent pas la violation du secret de l'instruction parce que c'est la garantie de leur indépendance. Mais au cours de leur enquête, et donc avec ces écoutes téléphoniques, ils ont découvert qu'il y avait des faits nouveaux, qui indiquaient qu'il y avait des présomptions de trafic d'influence qui pouvaient mettre un très haut magistrat de la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction française, et des violations du secret de l'instruction. Et ils ont ouvert une information judiciaire à la fin du mois de février. Le parquet, le procureur de la République, qui a ouvert une information judiciaire, qui en a averti son procureur général, et comme c'est la loi, et comme c'est la procédure, la garde des Sceaux a reçu effectivement une information, et que j'ai eu moi-même ensuite, qu'il y avait une nouvelle information judiciaire qui avait été ouverte sur des faits extrêmement graves. Vous avez appris que l'ancien président de la République était mis sur écoute. C'est à cette occasion qu'on l'a appris. Mais on n'a pas encore une fois appris quel était le contenu des écoutes. Et retour à présent sur cette journée qui a électrisé le climat et le débat entre majorité et opposition. Droite et gauche se sont renvoyés la balle dans cette affaire d'écoute sur fond de fronde des avocats. L'UMP exige des explications et dénonce une affaire d'État. La majorité appelle de son côté au respect du travail de la justice. Et ce soir, François Hollande affirme qu'il ne lui appartient pas, en vertu de la séparation des pouvoirs, de s'immiscer dans une affaire judiciaire. Les détails avec Pauline Dame et Fabrice Cunet. Une fronde d'avocats qui se transforme en affaire d'État. Le Canard enchaîné affirme dans son édition à paraître ce mercredi que le parquet aurait transmis à Christiane Taubira une synthèse des écoutes judiciaires visant Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Et ce, dès le 26 février. Pourtant, hier soir, la garde des Sceaux a fermement démenti avoir été mise au courant. Et aujourd'hui, c'est Jean-Marc Ayrault qui s'est voulu très clair. Les mœurs du passé, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a aucune instruction ne donnée par l'exécutif, la garde des Sceaux, aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils enquêtent. Il faut que la droite française s'habitue à ce que la justice fonctionne en toute indépendance. Il répondait aux attaques lancées ce même jour par Jean-François Copé et qui avaient pour objectif de déplacer les projecteurs sur François Hollande pour se dégager de l'avalanche d'affaires qui s'est abattue sur l'UMP. La question centrale que je veux poser, François Hollande était oui ou non au courant que ces écoutes téléphoniques avaient lieu? François Fillon a réclamé de son côté la création en urgence d'une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Toute la journée, la droite a finalement fait appel à François Hollande pour lever l'ambiguïté sur ce dossier.
En tant que chef de nos institutions, il doit s'exprimer pour d'abord clarifier sa position et puis ensuite ramener la sérénité dans le fonctionnement de l'institution judiciaire. Et ce soir, le chef de l'État a répondu dans 2 courriers, l'un adressé aux bâtonniers, l'autre à l'Union syndicale des magistrats. Il rejette l'idée de s'immiscer dans une affaire judiciaire en vertu de la séparation des pouvoirs. Voilà, et sur ce sujet, à suivre tout à l'heure, l'analyse de Bruno Jeudi, rédacteur en chef du service politique au Journal du Dimanche, la chronique de Caroline Deschamps sur tout ce qui s'est dit à ce sujet sur les réseaux sociaux et les réactions de nos invités politiques, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Hervé Novelli, et le secrétaire national du parti de gauche, François Delapierre. C'est une autre affaire à présent. La Cour de cassation a jugé aujourd'hui qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi de Nicolas Sarkozy contre la saisie de ses agendas dans l'affaire Bettencourt. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que l'ex-président a bénéficié d'un non-lieu dans ce dossier. Ces agendas présidentiels restent ainsi de facto aux mains de la justice. Ils sont désormais susceptibles d'intéresser les juges dans d'autres dossiers à l'instruction. Dans l'actualité à présent, la Crimée fait un pas supplémentaire vers le rattachement à la Russie en adoptant aujourd'hui une déclaration d'indépendance avant le référendum prévu ce dimanche. Les autorités de Kiev ont dénoncé cette décision. Moscou juge au contraire tout à fait légale une telle déclaration. C'est un pas supplémentaire vers le rattachement de la Crimée à la Russie. Les autorités séparatistes de la péninsule russophone viennent d'adopter une déclaration d'indépendance. Prochaine étape dimanche, les Criméens devront se prononcer sur la question par référendum. Au même moment en Russie, le président Viktor Yanukovych est réapparu devant les caméras pour la 2e fois depuis sa chute en février. Il a réaffirmé être le président légitime de l'Ukraine et espère revenir. Je reste le seul président légitime d'Ukraine, mais aussi le chef des armées. Dès que les circonstances le permettront, et je pense qu'il n'y en a plus pour longtemps, je retournerai à Kiev. Kiev, où des Ukrainiens ont manifesté aujourd'hui devant des ambassades. Ils demandent l'aide des pays européens contre la Russie. Nous sommes ici pour appeler l'Europe à agir contre la Russie, contre la politique qu'ils utilisent en Crimée. Si rien n'est fait maintenant, il sera trop tard pour arrêter cette agression. L'intense activité diplomatique de la semaine dernière a laissé place à un dialogue de sourds entre la Russie et les Occidentaux. À Paris, Laurent Fabius brandit la menace de nouvelles sanctions, alors qu'une proposition pour une désescalade a été envoyée à Moscou. S'ils ne répondent pas, ou s'ils répondent négativement, à ce moment-là, il y aura un train de sanctions qui peut être pris dès cette semaine et qui consisteront à des gels d'avoirs personnels à l'égard de Russes ou d'Ukrainiens et à des sanctions sur les déplacements en matière de visa. Les forces russes contrôlent désormais les points stratégiques de la Crimée, dont l'aéroport de Simferopol. Tous les vols y sont interdits, à l'exception de ceux en provenance ou à destination de Moscou. Fukushima, 3 ans après le 11 mars 2011, un séisme, un tsunami et un accident nucléaire tué près de 20 000 personnes au Japon et laissé toute une région durablement sinistrée et sous le choc. Où en est-on aujourd'hui? On voit tout cela avec Sophie Normand. Masque intégral sur le visage, combinaison, bonnet, casque sur la tête, 3 paires de gants. La tenue est de rigueur pour pénétrer dans le réacteur 5 de Fukushima. Celui-ci est resté intact pendant l'accident. Mais à une quarantaine de mètres de là, dans les réacteurs détruits, la radioactivité est phénoménale. Ici, dans la vaste salle de contrôle des unités 1 et 2, il reste des empreintes des premières heures infernales de la catastrophe. Pendant des jours, les travailleurs ont lutté 24 heures sur 24 pour empêcher le pire, avant de battre en retraite. Aujourd'hui, l'heure est au nettoyage. Tous les jours, entre 3 000 et 4 000 ouvriers s'escriment à déblayer, installer des équipements ou bâtir un mur souterrain. Notre principale réussite cette année, c'est d'avoir réussi à commencer à retirer du combustible du réacteur 4. C'est la première étape pour le démantèlement de la centrale et je pense que nous sommes enfin sur la voie d'un démantèlement propre du site de Fukushima. L'une des priorités, gérer l'eau contaminée. Ici, les ouvriers construisent des réservoirs pour la stocker. Mais chaque nouvelle fuite ruine la confiance un peu regagnée. TEPCO fait des progrès dans la gestion de l'eau contaminée, mais je ne suis pas satisfait pour le moment. J'aimerais voir un programme de gestion de l'eau plus complet et exhaustif.
Près de 450 000 tonnes de liquide radioactif sont accumulées, dont pas moins de 1200 réservoirs disséminés sur le site. Il faudra du temps, beaucoup de temps, pour démanteler Fukushima. Et la suite du 22h avec nos invités à présent. Bruno Jeudi, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef du service politique au Journal du Dimanche. Avec nous également Hervé Novelli, bonsoir. Bienvenue, député UMP d'Indre-et-Loire et ancien ex-député et ancien et ex aussi secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. Et François Delapierre, bonsoir. Secrétaire national du Parti de gauche. Avec nous également notre journaliste Caroline Deschamps, bonsoir. Spécialisée réseaux sociaux, nous allons détailler dans un instant les réactions sur Twitter et Internet après les révélations du canard enchaîné. Mais d'abord, messieurs, madame, le Premier ministre est monté au front ce soir pour rejeter les accusations de connaissance du contenu des écoutes de Nicolas Sarkozy, mais reconnaissant qu'il savait qu'il y avait eu l'ouverture d'une information judiciaire par le nouveau parquet financier pour trafic d'influence. Avant que cela ne soit révélé dans la presse, on écoute Jean-Marc Ayrault ce soir aux 20h de France 2. Au cours de leur enquête, et donc avec ces écoutes téléphoniques, ils ont découvert qu'il y avait des faits nouveaux, qui indiquaient qu'il y avait des présomptions de trafic d'influence. Et ils ont ouvert une information judiciaire à la fin du mois de février. Le parquet, le procureur de la République, qui a ouvert une information judiciaire, qui en a averti son procureur général, et comme c'est la loi, et comme c'est la procédure, la garde des Sceaux a reçu effectivement une information, et que j'ai eu moi-même ensuite, qu'il y avait une nouvelle information judiciaire qui avait été ouverte sur des faits extrêmement graves. Vous avez appris que l'ancien président de la République était mis sur écoute. C'est à cette occasion qu'on l'a appris. Alors, vos réactions d'abord, Hervé Novelli, est-ce que les précisions ce soir de Jean-Marc Ayrault vous paraissent plausibles, crédibles? Elles sont très importantes parce que le Premier ministre nous dit que dès le 26 février, Christiane Taubira, puis lui-même, c'est ce qu'il vient de dire, était au courant qu'il y avait des écoutes, il l'a répété, et cela pose un problème très grave, extraordinairement grave. C'est que la veille, aux 20h de TF1, la ministre de la Justice nous a dit exactement l'inverse. Elle n'était pas au courant des écoutes. Et donc, elle a menti. Les yeux dans les yeux. Devant les millions de Français, comme Jérôme Cahuzac, elle a menti. Si l'on en croit le Premier ministre, il n'y a pas de raison de douter de sa parole. A précisé en fait, en ayant, dit-il, relu l'intervention de Christiane Taubira, que la question ne lui a pas été posée précisément sur la date du 26 février. Il a répondu très précisément à la question précise qui lui était posée. Cela pose un véritable problème et la commission d'enquête parlementaire que vous réclamez, de mon point de vue et du point de vue de François Fillon, de Luc Châtel, s'impose pour faire toute la clarté avec des déclarations qui sont contradictoires de manière extraordinairement franche aux 20h de TF1 et de France 2 le lendemain. C'est une affaire très grave. François Delapierre, votre réaction? Il y a une hypocrisie incroyable. C'est quand Mme Taubira dit qu'elle n'est pas au courant, personne ne peut le croire. C'est la procédure. Et c'est les lois. On vit sous l'empire des lois qui ont été adoptées sous votre majorité, M. Novelli. Par exemple, les écoutes judiciaires sont organisées par la loi Perben 2. Ça a été facilité. À l'époque, il y avait des associations de défense des droits de l'homme qui disaient, bon, écoutez, à un moment donné, ça va trop loin, écouter les conversations entre un avocat et un client, ça se fait pas, etc. Et votre réponse était toujours la même: quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas à s'inquiéter. Quand on n'a rien à se reprocher, on peut être écouté, on peut être filmé, etc. Ben, c'est le cas. Quand il y a des écoutes, la garde des Sceaux est informée par les gens du parquet, qui ne sont pas indépendants. Oui, et là, c'est le nouveau parquet financier. Elle a menti, c'est clair. Et le ministre de l'Intérieur est informé par les policiers qui procèdent aux écoutes. C'est pareil, c'est par la voie hiérarchique. Donc personne ne pouvait croire une chose pareille. Mensonge, et mensonge et cinéma, parce que si vous voulez, si je reprends ce que disait la droite à l'époque, quand on n'a rien à se reprocher, on ne prend pas un téléphone sous un faux nom, comme l'a fait M. Sarkozy. Alors je vais laisser Hervé Novelli répondre à cela. C'est ce que vous disiez. Mais d'abord, Bruno Jeudi, mensonge, dit François Delapierre. C'est pas plutôt une correction de la part de Jean-Marc Ayrault ce soir, qui corrige, entre guillemets, l'intervention hier de sa ministre de la Justice en apportant cette précision de la connaissance, non pas du contenu des écoutes, mais du déclenchement de l'information judiciaire par le nouveau parquet financier. Bon, je pense, que la garde des Sceaux va avoir quelques difficultés à expliquer qu'on l'avait mal comprise, que c'était
pas la bonne question. Manifestement, hier soir, elle a fait un mensonge en direct et donc ce sera sans doute essayer de récupérer ça. Je crois surtout que cette affaire qui était quand même d'abord embarrassante pour Nicolas Sarkozy et l'opposition à 15 jours des municipales, est totalement inaudible en pleine campagne des municipales, et est peut-être en train de revenir en boomerang vers la majorité, puisque elle se retrouve aujourd'hui sur la sellette avec peut-être un mensonge de la garde des Sceaux, un Premier ministre qui ce soir a essayé d'apporter de la clarté. Honnêtement, tout n'était pas clair dans ce qu'il a dit, et il y a sans doute beaucoup d'autres questions qui se posent. Mais moi je trouve que, par exemple, il dit qu'il est au courant à partir du 26 février. Je rappelle quand même que ces écoutes aurait commencé le 19 mai, ce qui fait quand même un délai quasiment de 9 mois, sans qu'on sache si c'est 9 mois non-stop, sans qu'on sache si et l'avocat et M. Sarkozy, éventuellement d'autres personnes de l'entourage de M. Sarkozy, aient été aussi mis sur écoute. Qu'est-ce qui a été retranscrit par les policiers? Puisque je rappelle que c'est sur l'affaire de la Libye que ces écoutes ont été déclenchées, mais que le juge Tournaire, il se trouve que par quelques curiosités du monde de la justice, le juge Tournaire, en charge de cette affaire, est en charge de 3 autres affaires où le nom de Nicolas Sarkozy est impliqué. Donc on voit comme ça que peut-être que des écoutes, comme un filet dérivant, se sont promenées pendant 9 mois et ont permis de récupérer des choses qui, je le rappelle, sur ce qu'on sait, et encore une fois, on ne sait pas beaucoup de choses, sur ce qu'on sait, concerne plutôt des éléments périphériques de l'affaire Bettencourt que l'affaire initiale qui aurait déclenché ces écoutes. Alors, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et j'ai l'impression que ça peut revenir en boomerang vers la majorité. Donc, alors, et maintenant, avant la majorité, pour l'opposition, oui. Je voudrais dire quelque chose en réponse à ce que disait notre ami. Je trouve qu'il y a un problème fort de libertés individuelles. Qu'un avocat, que les conversations entre un avocat et son client soient ainsi écoutées aussi longtemps, cela pose un véritable problème. La loi dit s'il y a des faits avérés délictueux, on peut intervenir. Mais c'est une exception dans la loi. Et là, on s'est livré à des écoutes permanentes pendant des mois et des mois. C'est vrai que la question des libertés est posée, et elle est posée par et elle les juges était même posée au président de la gouvernement. République. Le bâtonnier en a appelé à François Hollande, je le précise simplement, qui a réaffirmé ce soir la séparation des pouvoirs, qui rappelle que les voies de recours sont possibles si les méthodes utilisées par les juges ont été abusives. Il a écrit respectivement ce soir au président de l'Union syndicale des magistrats et au bâtonnier de Paris pour leur dire. Et je comprends l'émotion des magistrats, des juges, des avocats. Mais parce que c'est une question sérieuse. Mais la preuve est faite que cette loi n'est pas protectrice. Donc je peux rien vous dire d'autre que c'est quand même un peu l'arroseur arrosé. C'est pas pour vous mettre le nez sur ce fait, mais c'est pour que vous compreniez que les libertés, c'est pas quand on est dans la majorité c'est une chose, et quand on est dans l'opposition c'est autre chose. Il faut avoir des principes. Majorité, mon cher. Et vous êtes mal placé pour me reprocher parce que pas suffisamment fait entendre sous l'ancienne majorité sur ce sujet-là. Sur d'autres, vous l'avez été bien trop, à mon avis. Qu'est-ce que vous répondez ce soir à Jean-Marc Ayrault qui dit que la droite veut jeter le discrédit sur la justice? Non, je crois que la droite, comme il dit, elle a raison aujourd'hui de s'interroger sur les bornes qui doivent être mises pour protéger la liberté individuelle dans ce pays. Et j'ai beaucoup d'exemples qui me viennent à l'esprit et qui me font penser que l'on doit aujourd'hui s'intéresser de plus près à la défense des libertés qu'on ne l'a fait auparavant. Aujourd'hui, qui pose une difficulté. Si on sort un tout petit peu de cette affaire-là, c'est vrai qu'il y a une généralisation des écoutes, un recours aux écoutes par la justice qui devient assez important. C'est pas très bien couvert. Et là, c'est vrai que on imagine 5 minutes que ce soit l'inverse. La majorité d'aujourd'hui, à mon avis, aurait bon droit de dire la même chose. Mais quand même, que aujourd'hui l'opposition, il y a quand même des avocats, des grands noms du baron qui sont plutôt à gauche, qui se sont associés à la fronde. Maître Leclerc, Maître Kiejma. Mais il y a eu ces dernières années une banalisation des écoutes. Moi, je remarque quand même que quand on a révélé des écoutes massives, c'est un autre sujet. Peut-être par souci d'efficacité, pardonnez-moi. On s'est dit, ah ben non, forcément, c'est pas grave, ça concerne que les terroristes. Peut-être par souci d'efficacité également.
Oui, non, c'est pas sûr. Parce que si vous voulez, on a fait croire, il y a une espèce d'illusion technicienne. On fait croire que avec la transparence générale, tout le monde étalant tout, on arrivera à lutter contre la délinquance, un certain nombre d'actes délictueux. En réalité, il faut des moyens humains derrière, il faut y passer des heures et des heures. Ça fait des quantités d'enregistrements. L'efficacité a été largement exagérée au profit d'une espèce de fantasme de l'élucidation et de transparence absolue. Donc là-dessus, vous rejoignez. Alors on a écouté vos premières réactions. Messieurs, on va évidemment continuer à parler de ce sujet. Mais d'abord, Caroline Deschamps, quelles ont été les réactions sur les réseaux sociaux? J'imagine que ça a affolé Twitter. Eh ben oui, des réactions bien tranchées, avec un traditionnel clivage droite-gauche qui s'est affirmé tout l'après-midi sur Twitter. Alors à droite, on l'a dit un peu, on fustige le mensonge de Christiane Taubira. Il n'y a rien sur Valls, en revanche. Et on crie au scandale. C'est étonnant d'ailleurs. On posera la question à Bruno jeudi. Il a disparu. C'est pas où il est. Oui, mais le canard enchaîné dit que Christiane Taubira et Manuel Valls savaient. Manuel Valls, on ne sait pas où il est. Oui, là, sur Twitter, pas un mot sur Manuel Valls. Nadine Morado, fidèle à elle-même, est l'une des premières à dégainer. Elle tweet, je cite, « Je demande la démission de Taubira, prise en flagrant délit de mensonge, d'instrumentalisation de la justice. » Et ce ne sont pas les explications de Jean-Marc Ayrault qui changeront la donne. Pour Dominique Bussereau, je cite, « Le Premier ministre vient d'accentuer les doutes. » Qui a suggéré cette intervention inattendue et confuse entre Rantanplan et Gaston Lagaffe, interroge-t-il. Jean-Christophe Lagarde, lui, ne fait pas dans la comparaison avec des héros de BD, mais emploie un langage, disons, fleuri. Christiane Taubira ment honteusement et nous prend pour des cons quand elle prétend qu'elle ne savait pas que Sarkozy était sur écoute. Éric Woerth préfère, lui, l'humour. Nous voulions que le gouvernement écoute la droite. Eh bien voilà, c'est fait, Taubira. Alors pour beaucoup de sympathisants l'UMP, Sonia, à l'instar de Madame Lenvie sur Twitter, Taubira is the new Cahuzac. Et à gauche, quelles ont été les réactions, Caroline? Peu ou pas de réactions des ténors de la majorité sur les réseaux sociaux. Alors on imagine qu'ils voulaient peut-être laisser la voix à Jean-Marc Ayrault, invité du 20h de France 2. La sénatrice et porte-parole du PS, Laurence Rossignol, ne tweete pas sur ce sujet, mais elle préfère publier un billet sur son blog. Elle écrit « Ce que l'UMP ne parvient pas à comprendre, c'est qu'un gouvernement puisse respecter l'indépendance de la justice. Ce que l'UMP n'accepte pas, c'est qu'un ancien président de la République soit injusticiable comme les autres. Nul ne peut arguer de ses propres turpitudes, sauf l'UMP, semble-t-il. » Alors du côté des tweetos de gauche, on se raille de la position de l'UMP et notamment du communiqué de Jean-François Copé ce soir. Politique s'écrit, pour Copé, 2 juges suffisent pour une affaire d'État qui s'apparente à un véritable espionnage politique bouffon. Enfin, pour l'avocat blogueur Maître Eolas, la contre-attaque de l'UMP grotesque, mais interpeller le président de la République pour savoir s'il était au courant des écoutes, ça reste une question piège, car si on répond non, c'est que l'exécutif est incompétent et que le président ne contrôle rien, et si la réponse est oui, eh bien c'est un complot, méthode KGB. Enfin, beaucoup comme humour de droite citent un théorème attribué à Charles Pasqua. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire une autre affaire dans l'affaire jusqu'à que personne n'y comprenne plus rien, comprenne qui pourra. En tous les cas, les affaires, on n'a pas fini d'en parler. Hervé Novelli, c'est votre philosophie, cette phrase de Charles Pasqua? Non, pas du tout. Moi, je considère qu'il faudra répondre aux questions posées, contradictoires. Alors justement, quelle question? Parce que quand même, la première des questions, c'est... dit ce soir, espionnage politique. Il soupçonne donc une utilisation de ces écoutes à des fins politiques. Mais ce qui pose le problème, attendez, je réponds juste, ce qui pose un problème, c'est le fait que Christiane Taubira ait menti. C'est ça le problème. Et c'est ça qui pose la suspicion. Parce que si elle avait dit, écoutez, la loi a été respectée, lorsqu'il y a eu l'ouverture d'une enquête judiciaire, j'ai été mise au courant. Le Premier ministre l'a dit ce soir. Il n'y avait pas d'affaire. Là, aujourd'hui, il va falloir qu'elle s'explique. Et pourquoi elle a menti? Certainement parce qu'il y a des choses qu'elle ne voulait ou ne pouvait pas dire. Et c'est pour ça que j'insiste, cette affaire est extrêmement grave. Et une commission d'enquête parlementaire devrait faire... Vous la demandez pour l'instant, elle n'aura pas lieu. Je trouve que le manque de transparence finalement par la première réaction de Christiane Taubira qui ment et qui est contredite le lendemain par Jean-Marc Ayrault
plus le silence de Manuel Valls, qui était lui aussi au courant, et même si son cabinet a mollement démenti, il se cache depuis 3 jours pour pas répondre aux questions. Je trouve que la majorité, pour le coup, se met en difficulté et il va y avoir un effet boomerang, c'est-à-dire que du coup, les deux camps vont se retrouver, à mon avis, dans une sorte de match nul dans cette histoire. Et peut-être qu'ils se réjouissaient en début de semaine, c'est pas sûr qu'à la fin de cette semaine se réjouissent encore. Il y a un mouvement, un basculement peut-être, oui. Non, mais je pense que si Mme Taubira avait aboli la loi Perben 2 qui permet donc l'écoute d'un avocat ou des choses comme ça, elle serait pas dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Et il y en a aussi un autre héritage désastreux, je pense, qui est un problème démocratique, c'est le rôle du ministre de l'Intérieur. C'est qu'on a à nouveau, comme l'était Sarkozy, un ministre de l'Intérieur qui est candidat à la présidence de la République, candidat à Matignon. Ça, c'est ce que vous traduisez, ce qu'il y a dans sa tête. Mais du coup, il y a forcément une instrumentalisation. Il y a forcément, mais non, il l'a dit, il est publiquement. Candidat, là il a dit qu'il était candidat à l'Élysée. Tout le monde le sait, il l'a dit. Et si vous voulez, il y a une instrumentalisation. C'est quand même la même personne qui compte le nombre de manifestants, qui maintenant se permet d'attribuer telle ou telle étiquette aux listes aux élections municipales. Il y a des choses ahurissantes. Le Front de gauche est rebaptisé comme ça l'arrange, qui donc est informé des écoutes opérées par ses services. Il y a un problème. Donc là, vous revenez sur les prérogatives du ministère. Oui, il y a un problème et à minima on se protège en ayant un ministre de l'Intérieur qui fait un boulot de ministre de l'Intérieur et pas quelqu'un qui est en même temps, je pourrais rajouter, c'est le responsable socialiste de la campagne municipale. Vous voyez, c'est lui qui est censé animer la campagne municipale. Vous lui avez tout mis sur la tête ce soir. C'est lui qui se l'est tout mis. En même temps, c'est quand même lui qui est chargé de l'organisation des élections. Mais après, faudra pas vous étonner. Revenons à l'affaire dans l'actualité ce soir. Bruno Jeudi, c'est votre journal, le journal du dimanche, le JDD, qui a rapporté une phrase qu'aurait dite François Hollande devant une poignée de jeunes parlementaires députés à propos de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, forcément, elle prend une résonance particulière. La voici cette phrase, je la cite. « Ne vous inquiétez pas, je le surveille, je sais exactement ce qu'il fait. » Et on va écouter ce soir la réaction du Premier ministre à cette phrase dans votre journal. François Hollande parlait de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça n'est pas troublant? Non, mais ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est des ragots. Des ragots, il y en a tous les jours. Je suis même désolé d'ailleurs que certains journaux qui se veulent sérieux rapportent des ragots. Je peux vous dire qu'en lisant ça dans la presse, le président de la République était profondément choqué. Ben oui, ça c'est la défense habituelle des hommes politiques. François Hollande. Des ragots. Oui, c'est-à-dire sérieux. Oui, ça, on a l'habitude d'être critiqué, puis on est aussi là pour ça. On a le droit ils ont le droit de critiquer. Mais vous confirmez que cette phrase a été vraiment prononcée? Je confirme qu'elle a été prononcée. Je vous précise aussi, c'était dans l'article. Non, je ce ne sont pas les méthodes, et puis je n'y étais pas. Et puis le dictaphone serait sur la table. Et puis je précise, parce que là, Jean-Marc Ayrault, pour remettre la phrase dans le contexte, je dis que cette phrase n'a pas été prononcée depuis la connaissance de cette affaire, mais par le grand public, par nous-mêmes. Donc elle pourrait être déconnectée de cette actualité. Il la prononce il y a un peu plus de 15 jours devant des parlementaires qui le reçoivent à un pot à l'Élysée, et il prononce cette phrase. À l'époque, elle apparaît comme ça un peu anodine, ou en tous les cas intrigante, mais plutôt, on ne sait pas. Et c'est vrai qu'à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, on se dit, tiens, François Hollande avait l'air de savoir des choses. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une surinterprétation de cette phrase, finalement, Hervé Novelli? L'avenir nous le dira. La réalité, est-ce que le président était au courant? À l'évidence, oui. Sinon, il y a un problème entre le Premier ministre et le président de la République, à tout le moins. Donc, il était informé. Depuis quand? Était-il informé de la réalité de ce qui était dit? Et là, on peut être interrogatif et on pourrait demander des précisions à M. Valls, qui lui avait l'enquête policière. Et je serais très heureux je lance un avis de recherche pour retrouver Manuel Valls. Parce Quelles sont les suites à présent? 3 jours et ça devient inquiétant. C'est là où il y a une hypocrisie. Écoutez, dans les enquêtes, dans les écoutes qui ont été publiées, à un moment donné, vous avez Buisson qui dit à Guénaud... C'est pas la même chose. Non, mais je parle d'autre chose. Buisson qui dit à Guénaud, il y a un problème, Guéant va s'en aller. Je parle des enregistrements. Je parle des enregistrements de M. Buisson. Il dit, on a un problème, Guéant va s'en aller, et grâce à lui, on avait le contact sur les affaires sensibles. Il parle de Guéant auprès de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Donc, à la présidence de la République, vous avez des gens, là c'est M. Guéot, l'ancien directeur général de la police nationale, qui est là, et dont l'une des missions est d'assurer l'information du président de la République sur les affaires sensibles. Ça date pas de François Hollande, c'était en l'occurrence sous Nicolas Sarkozy. Je pense que c'était la même chose sous M. Chirac. Enfin, tout ça, on fait des... Donc vous dites que c'est une vaste hypocrisie selon vous. Oui, ça c'est clair. Restons sur cette autre affaire, sur les enregistrements de Patrick Buisson. Bruno Jeudi, le Canard enchaîné assure qu'il y aurait plus de 280 heures de bande. Est-ce que c'est
ça vraiment le poison lent, les révélations, les écoutes goutte à goutte qui vont apparaître dans la presse, sauf s'il y a une décision de justice qui on verra la décision, on verra la décision des magistrats vendredi. C'est ça vraiment ce qui inquiète les proches de Nicolas Sarkozy aujourd'hui? Nicolas Sarkozy se sent à la fois trahi par cette affaire, puisque c'est quand même un de ses conseillers qui l'enregistre à son insu, et visiblement le conseiller n'avait pas seulement des visées historiques, mais comme dit son fils, il se constituait des assurances vie en montant des dossiers. Et deuxièmement, effectivement, ce sont des réunions stratégiques. Alors c'est pas des réunions conseil de défense ou conseil des ministres, mais c'est quand même des réunions stratégiques où on parle de plein de choses et où évidemment Nicolas Sarkozy a sans doute dû parler librement de beaucoup de choses, peut-être même des affaires dont on parle ce soir, puisque l'affaire Bettencourt elle était déjà en cours pendant le mandat précédent. Évidemment, ça pourrait être très embarrassant pour Nicolas Sarkozy. Donc il est à la fois trahi et sans doute inquiet, effectivement. Trahison, il y a quand même une ambiance un peu d'inquiétude et voire un peu de panique autour de lui par l'existence de ces enregistrements qui sont dans la nature. Vous savez, le juge Tournaire, ça fait plus de 3 semaines qu'il les cherche. Il les a pas trouvés. Donc là, maintenant, apparemment, la personne qui les aurait, son ancienne assistante serait en Espagne et serait prêt, visiblement, à les fournir aux enquêteurs. On verra. Vous dites trahison, cette affaire, elle vous a laissé KO debout quelque part? Ça a été un véritable choc. Le comportement n'est pas admissible. Écouter, enregistrer des conversations à l'insu de celui qui les profère n'est éthiquement pas dans les méthodes ou la pratique que je fais. Et je le regrette, je suis affecté parce que je connais bien Patrick Buisson et je considère Vous le connaissez bien? Oui, je le connais bien. Je l'ai fréquenté. Et ce comportement vous étonne, vous qui le connaissez, de sa part? Il est assez incompréhensible. En tout cas, il n'en avait jamais parlé. Vous l'avez eu depuis? Non. Alors, nous parlons depuis tout à l'heure de différentes affaires. Selon vous, quelles conséquences ce climat de soupçon peut-il avoir à 2 semaines des élections municipales? Ce sont des jours noirs que vit la droite. Vous avez parlé aussi des conséquences éventuelles, Bruno Jeudi, sur la majorité. Quel peut être finalement l'impact de ce climat du soupçon, selon vous? Moi, je pense qu'à court terme, ça rend une campagne municipale qui était déjà atone et assez peu active au fond et assez localisée, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme, ça la rend assez illisible maintenant, c'est-à-dire que tout est possible. Sans doute la grande victoire qui se préparait pour la droite est suspendue à toutes ces affaires. L'UMP est en tous les cas inaudible depuis 10 jours, ce qui est beaucoup au moment où les Français dans toutes les communes commencent à faire leur choix, surtout dans les grandes communes où le vote est un peu plus politisé. Donc c'est très compliqué maintenant de savoir ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que ça va profiter surtout d'abord à l'abstention, qui va certainement pas baisser, et peut-être un petit peu au Front National, qui n'a rien à faire, rien à dire. D'ailleurs, vous aurez remarqué que Marine Le Pen reste assez discrète, se contentant de compter les points. Peut-être à noter ce soir dans le tableau de bord de IFOP, Paris Match, ce sont les ténors de la droite qui s'effondrent dans l'opinion. Jean-François Copé, François Fillon et Nicolas Sarkozy perdent 6 points. A contrario, les membres de l'exécutif profitent de cette situation. Pour le moment, Manuel Valls en tête du baromètre avec 63% des personnes interrogées qui ont une bonne opinion du ministre de l'Intérieur que vous recherchez toujours. Mais apparemment, il est soutenu encore par le public. Les conséquences sur les élections municipales, selon vous? Je partage l'avis de Bruno Jeudi. Je ne pense pas qu'il y ait des conséquences sismiques et qu'il y ait un effondrement. Ce que je crois, c'est que ça renforce le sentiment que les hommes politiques, dans leur ensemble, ne sont pas sérieux, au minimum. Et donc, ça entretient le rejet du système. Non, je constate que le sentiment de l'opinion. Donc, un rejet du système, une abstention. Et là où les listes du Front National seront présentes, certainement 1 point ou 2 de plus dans la balance. Vous partagez la même analyse, François Delapierre? Moi, je ne suis pas un commentateur, je suis un acteur. Parce que, donc, oui, vous allez devoir analyser ces élections. Je pense qu'il va se produire quelque chose et je m'en réjouis. Et c'est une bonne nouvelle qu'il y ait une sanction. Mais pas simplement une sanction du gouvernement qui est nécessaire pour plein de raisons. Bon, là, on parle des affaires, mais il y a la sanction du gouvernement, c'est les politiques d'austérité qui nous emmènent dans le mur avec le chômage, le fait que les collectivités locales vont être soumises à un plan de coupe de crédit
colossal qui va être annoncé juste au lendemain des élections. Tout ça fait qu'il faut battre ces listes-là, mais il y a besoin d'une sanction beaucoup plus large. Il ne s'agit pas d'aller du côté de l'UMP, qui regrette de ne pas en avoir fait autant. J'ai oublié de vous le dire. Que vous allez gagner les élections selon vous. Sur le résultat je pense des élections. que c'est tout un système politique. On le voit dans tous les sondages. C'est tout un système politique qu'il faut balayer. Et c'est un sentiment légitime. Et les gens ont raison d'en avoir assez de ce système politique. On est dans un système, vous voyez, on est en train de discuter Sarkozy, Hollande, on vient de battre Sarkozy, Hollande fait la politique de Sarkozy et il faudrait Sarkozy pour remplacer Hollande. Comment est-ce qu'on se sort de ça, qu'est la politique du pareil au même depuis des années? C'est ça que cherchent les Français. Allez, on va parler évident, justement mais on va y arriver. des priorités des Français tout de suite. Et je vais remercier d'abord Bruno Jeudi pour l'analyse. Merci beaucoup Bruno Jeudi. Merci Caroline Deschamps pour votre chronique. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Vous restez avec nous, Hervé Novelli, François Delapierre. La suite du 22h dans l'actualité à présent, vous en parliez, la recherche d'économie du gouvernement. Et l'un des scénarios sur la table concerne une baisse drastique des dotations aux collectivités. Alors si rien n'est encore décidé et encore moins tranché au plus haut sommet de l'État, eh bien cette piste continue d'inquiéter les élus locaux. On voit tout cela avec lui, Sybille. Ce serait un sacré tour de vis dans le budget des collectivités locales. Rien n'est confirmé pour l'instant, mais elles pourraient voir leur dotation baisser de 10 milliards d'euros d'ici 2017. L'État donne chaque année 100 milliards aux collectivités et cet argent représente un quart de leur financement. Pour les élus, une telle diminution serait un coup de grâce. Les collectivités qui, depuis plusieurs années, économisent, n'ont comme solution que de différer des investissements. Et si ça ne suffit pas, que d'affaiblir les services publics locaux et donc les services rendus à nos concitoyens. François Hollande avait déjà annoncé une coupe de 1,5 milliard en 2014 et 2015. Une diminution supplémentaire entraînerait une baisse des investissements des collectivités. Or, elle représente 70% des investissements publics. Certains maires craignent de voir augmenter leurs impôts. Il va y avoir une véritable impasse budgétaire pour toutes les collectivités locales si effectivement on atteint la somme de 8 à 10 milliards. Ça ne sera pas soutenable. Donc il y aura forcément une augmentation des impôts locaux. Alors le gouvernement aura beau dire que lui, il n'aggrave pas la pression fiscale, mais c'est effectivement un transfert pur et simple de fiscalité vers la fiscalité locale. Pour l'instant, le gouvernement temporise avant les municipales pour éviter une fronde des maires. Toute discussion est reportée à avril prochain. Mais si de telles coupes étaient portées aux collectivités, les élus pourraient rendre la monnaie de sa pièce au gouvernement lors des élections sénatoriales de septembre prochain. Et avec Hervé Novelli et François Delapierre, on accueille à présent notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. On vient de voir Jean-Louis ce sujet sur la coupe, l'éventuelle coupe des dotations aux collectivités locales. Parlons à présent des partenaires sociaux qui ont décidé de geler aujourd'hui les retraites complémentaires. Est-ce que la machine à trouver les fameux 50 milliards d'économies est en marche? Elle est en marche. Alors il faut préciser que la gestion des caisses complémentaires Agirc-Arrco est dans les mains des partenaires sociaux. Il n'empêche que les économies que réalisent ces caisses seront intégrés aux fameux 50 milliards que le gouvernement recherche d'ici à 2017. Alors il s'agit là d'un gel des pensions complémentaires qui interviendra au 1er avril. Avec ça, vous aurez à peu près 1 milliard d'économies 2014-2015. À cela s'ajoute le fait qu'on va reporter de 6 mois la revalorisation des retraites de base, à peu près 800 millions. Si vous reproduisez cette affaire jusqu'en 2017, vous avez gagné à peu près 3 milliards. Ensuite, il se passe quelque chose sur les fonctionnaires. On va automatiquement, il n'y a pas d'autre solution, reconduire le fameux gel du point d'indice qu'avait introduit M. Sarkozy en 2010. Ça fait 800 millions d'euros d'économies chaque année. Des efforts particuliers supplémentaires qui vont être demandés aux fonctionnaires. Et hop, on retrouve encore, si vous reproduisez ça jusqu'en 2017, vous retrouvez encore 3 milliards. Ça vous fait en tout, pour ces deux postes simplement, déjà quand même 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros, on est très loin du compte, Jean-Louis. Alors oui, il nous reste encore 44 milliards à trouver. Oui, c'est une grande marche. Le petit reportage qui vient d'être fait, il s'agit évidemment de 10 milliards d'économies qui seront réalisées à 2017, donc ça nous fait encore 34 milliards d'euros à trouver. Vous voyez que les choses avancent malgré tout. Les dépenses de santé, déjà en 2014, il y a 2,5 milliards d'économies qui sont prévues. Je ne sais pas si on les réalisera, mais en tout cas elles sont prévues. Si vous reproduisez le même rythme jusqu'en 2017, ce qui semble bien être le cas quand on entend M. Cazeneuve, on va encore retrouver 6 à 7 milliards d'euros. Et puis il y a deux gros postes sur lesquels le gouvernement visiblement fixe son attention. C'est le budget du logement, c'est un budget de 40 milliards d'euros chaque année. Et là, ce budget-là, il va passer à la tronçonneuse, visiblement, il en a bien l'intention.
intention. Et puis un autre budget qui est également très fort, les opérateurs de l'État, 50 milliards d'euros par an. C'est tous ces gens, toutes ces structures qui appliquent la politique publique à l'échelle locale, c'est un budget de 50 milliards. Donc au total, on peut dire qu'à l'heure actuelle, on peut supposer que la moitié des 50 milliards sont d'ores et déjà repérés, s'ils sont véritablement trouvés. On en saura tout à la fin avril, quand le Parlement votera ce fameux pacte de responsabilité, parce qu'il faudra bien que les 50 milliards soient inscrits dans ce pacte, sinon ça ne marche pas. Et puis aussi, ce qui sera envoyé à la Commission de Bruxelles, qui nous demande de préciser où sont vos 50 milliards. Hervé Novelli, est-ce que le gouvernement a le courage quand même de s'attaquer à certains budgets importants, comme le logement et d'autres, éventuellement, comme le dit Jean-Luc Gombault, justement pour trouver ces 50 milliards d'économies? Je crois que la méthode est mauvaise. On a le sentiment qu'on regarde le plus gros magot ou certains magots et on se dit on va taper dedans. Ce que vous faisiez avant, dans la précédente majorité. Oui, mais c'était regrettable et je l'ai regretté et je l'ai dit. Lorsque l'on a fait ce qu'on a appelé la revue générale des politiques publiques, il s'agissait de diminuer les dépenses par ministère. Ça n'est pas, de mon point de vue, la méthode qu'il faut appliquer parce que vous arrivez à un taquet, vous ne pouvez pas baisser les dépenses dans tel... Non, il faut réfléchir à ce qu'est un État moderne et quelles sont les fonctions qu'il faut préserver et les fonctions dont il faut se dessaisir. C'est une vaste réflexion encore. C'est une réforme profonde et structurelle qu'il faudrait mener et non pas la méthode du coup par coup. Mais il y a urgence. Oui. Mais vous pouvez, en quelques mois, réformer. Vous pouvez avoir les pistes de la réforme de l'État. Il s'agit de privatiser, il s'agit de mettre en concurrence des services, il s'agit de confier aux services à la société civile ce que fait l'État et qu'il fait parfois mal. Et tout cela, ça peut marcher, ça a marché dans beaucoup d'autres pays. Et nous refusons à le faire et donc on se condamne à rechercher des économies qui sont souvent des économies de bout de chandelle. Ça vous fait sourire, François Delapierre? Oui, parce que ce que dit M. Novelli, le gouvernement a l'intention de le faire aussi. Bon, après, il y a des discussions entre eux sur la tactique, mais vous aviez raison, M. Gombault, vous avez fait une bonne énumération et on appelle économie des coupes sur ce qu'est la vie, quoi. On va économiser, je reprends le vocabulaire officiel, on va économiser sur les salaires, on va économiser sur les retraites, on va économiser sur la santé. Donc quelqu'un qui ne se soigne pas fait des économies. Quelqu'un qui ne va pas à l'école plus longtemps fait des économies. Quelqu'un qui a du mal à boucler ses fins de mois, tout ça, ça fait des économies. Ça, c'est le vocabulaire qui est devenu le vocabulaire dominant. Non, moi je veux faire des économies sur des choses inutiles, des économies sur des activités polluantes. On encourage n'importe quoi avec des subventions sans aucun critère écologique. Des économies sur la finance. Enfin, je ne sais pas, c'est quand même la finance qui est la mauvaise graisse de l'économie, qui empêche les PME de se développer, qui va prendre à la consommation. La consommation se casse la figure. On a eu la confirmation encore récemment. Tout ça, il n'en est pas question. Il y a des milliards de cadeaux qui sont faits, il n'en est pas question. Et là, il y a des milliards. Je ne vous en fais pas le reproche à vous. Là, il n'est pas question d'aller les prendre. Bon, moi, j'appelle pas ça des économies. Mais nous verrons, puisque les décisions sont à venir pour le gouvernement. Pour nous, Madame Amabouk, c'est augmentation de la TVA, augmentation du gaz, augmentation des loyers, baisse des salaires. Il n'y a pas d'économie pour les Français. Les impôts partout. Il n'y a pas d'économie. Partout dans le monde, ça ne marche pas. Et en plus, vous dites qu'il faudrait qu'on paye le privé pour avoir des services comme c'est le cas des classes moyennes aujourd'hui qui doivent payer pour avoir l'éducation, payer pour la santé. Et vous leur proposez d'en mettre encore plus. Mais monsieur Novelli, vous leur proposez de payer pour le privé. Vous l'avez dit, il faut libéraliser. Vous voulez payer le privé pour la santé, vous voulez payer le privé pour les retraites, avec les fonds de pension. Et on verra quels sont les arbitrages à venir du gouvernement avec Jean-Luc Gombault, évidemment. On verra ça dans les jours prochains. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. On va terminer évidemment sur l'une des priorités des Français pour cette campagne des municipales, c'est l'emploi, enjeu majeur. On voit tout cela avec Faustine Saint-Geniès. Attirer les entreprises et développer l'emploi dans sa commune, un objectif partagé par de nombreux maires. Mais quel est leur champ de compétences? Il y a d'abord le levier fiscal. La commune ou la communauté de communes peut jouer sur la cotisation foncière des entreprises, ancienne taxe professionnelle. Mais plus généralement, il s'agit de créer les conditions d'un climat favorable. La commune peut notamment aider à la création d'entreprises. Un maire qui veut avancer, il va essayer de saisir toutes les opportunités, c'est-à-dire déjà accueillir tous les créateurs d'entreprises. Je connais des communautés de communes qui ont construit des hôtels d'entreprise, justement pour les créateurs. Ils y font leur premier pas dans des conditions de loyer avantageuses. Et puis ensuite, ils s'installent parce que l'entreprise est en progrès.
Le maire peut ensuite favoriser le développement de pôles d'activité grâce à des facilités de transport, de parking ou encore d'acquisition de terrain. Enfin, l'idéal pour la commune est de créer un pôle de synergie entre entreprises, universités et centres de formation des apprentis. Un champ de compétences que certains maires craignent de voir encore diminuer avec les réformes à venir. Voilà pour notre série sur ces élections municipales à venir. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Preuve par 3. Je vous souhaite une belle et très douce nuit. À demain, avec plaisir, toujours.